Bon, c'est certain qu'il existe à Lomé, capitale du Togo, de nombreux endroits où, moyennant paiement, il est possible d'accéder à Internet, les cyber donc. Toutefois, les moyens financiers des étudiants les poussent à limiter leur navigation vraiment à l'essentiel. Pour illustration, alors que le PIB par habitant au Togo est de 900 dollars US selon CIA World Factbook par année, ce qui porte grosso modo à 2,50 $, le coût d'une heure de connexion dans un cyber est d'environ 75 cents, 1 $. Proportionnellement, c'est un peu comme si l'heure coûtait pour nous, Canadiens, quelques 33 $. Bon, le calcul n'a aucune prétention scientifique, mais il a du moins... c'est ça, il vise simplement à démontrer la disproportion flagrante entre le coût d'une heure de connexion et les ressources financières des étudiants. Mentionnons aussi au niveau des obstacles que l'électricité est pour le moins intermittente et qu'il est très fréquent que des coupures de courant interrompent de façon impromptue la connexion. D'autre part, la faiblesse de la bande passante, de même que la vétusté des ordinateurs, sont des obstacles majeurs à l'utilisation du Web. Ainsi, je parle d'expérience pour dire qu'il est quasi impensable d'envoyer plusieurs courriels en 1 heure, l'ouverture d'Hotmail, par exemple, prenant parfois plus de 10 minutes. Alors que les pages Internet se complexifient et s'alourdissent, les problèmes se font plus nombreux. De la sorte, le site de l'UQAM est, pour ainsi dire, pas consultable à partir du Togo, ce qui peut que nous questionner en tant que chercheurs en communication internationale et interculturelle. Finalement, nous terminerons en évoquant un dernier obstacle, celui de l'accessibilité au niveau des connaissances, c'est-à-dire ce qui relève davantage de l'ordre du savoir. D'une part, il est très difficile pour les étudiants d'accéder à du contenu rédigé dans leur langue matérielle. On rappellera que bien que le français soit la langue officielle, il est surtout utilisé dans l'administration, dans le milieu scolaire, les autres communications se faisant dans les langues nationales. Par ailleurs, on mentionnera que ni l'informatique ni l'utilisation d'Internet ne sont enseignés durant le parcours scolaire. Les conséquences sont majeures. Ainsi, même au niveau universitaire, on retrouve des étudiants n'ayant aucune notion du fonctionnement d'un ordinateur, et ceci même chez des étudiants, par exemple, qui ont fait leur scolarité dans des lycées privés. Donc, bien que les obstacles rencontrés soient en partie responsables du désintérêt des étudiants pour l'usage d'Internet, il serait prudent de considérer d'autres explications. Ainsi, lorsque nous avions abordé notre terrain de recherche, nous posions l'hypothèse que nos répondants pourraient jouer vraiment un rôle de leader d'opinion d'envergure dans leur entourage. On rappelait que pour Kathy Lazarsfeld, 3 critères permettent de reconnaître un leader d'opinion, soit un accès privilégié à l'information, le fait que son entourage le questionne régulièrement et qu'il tente aussi par lui-même de convaincre de son opinion, notamment sur des faits politiques. Puisque nos répondants étudiaient en journalisme, ils avaient l'occasion de discuter des faits d'actualité autant dans un contexte scolaire qu'amical ou familial. Par rapport, nombre de leurs enseignants étaient vraiment des professionnels du milieu. Ainsi, le rédacteur en chef de Togo Presse, le média d'État précédemment mentionné, comptait parmi leurs enseignants. Donc, on considère qu'ils pouvaient bénéficier de davantage d'informations que le commun des mortels. Il nous restait donc à vérifier si cela suffirait à faire d'eux des relais influents au sein de leur entourage. Nous avons rapidement conclu que ce n'était pas le cas. Pour des raisons diverses, les étudiants étaient réticents à discuter de leur opinion sur des événements d'actualité. Et ce, autant au sein de leur famille qu'auprès de leurs anciens camarades de lycée. Tout juste en discutaient-ils entre eux, disant arrêter les conversations dès que quelqu'un tentait de s'y joindre. Nous pensons que l'on peut expliquer ce refus du rôle de leader d'opinion en recourant à la théorie de la coerciduction développée par M. René-Jean Ravaud. Oui, donc rappelons que le terme coerciduction est un néologisme provenant de la fusion des analyses de Gabriel Tarde sur la séduction et de Durkheim sur la coercition comme facteur de socialisation. Cette théorie, en porte-à-faux avec des conceptions évoquant une toute-puissance des médias, tente un peu d'expliquer le fait que l'action du récepteur de message est souvent contraire à ce qu'espérait celui qui l'a produit. Ainsi, je cite M. Ravaud. Ça va lui faire plaisir. Oui, je suis vraiment particulièrement gênée aujourd'hui. Les relations interpersonnelles ou primaires exercent
exercerait sur les destinataires une pression beaucoup plus déterminante que les médias. En somme, les médias n'ont aucun pouvoir réel coercitif, mais les parents, les professeurs, les amis, oui. Or, les étudiants évoquèrent à plusieurs reprises qu'il leur arrivait de se sentir jugés vraiment par leur entourage. Par exemple, une répondante mentionnait que tout commentaire critique sur le parti principal d'opposition était banni, sa mère lui disant de se taire, son beau-frère lui déclarant qu'il ne la reconnaissait plus depuis qu'elle étudiait le journalisme. On comprendra donc que dans ces circonstances, les étudiants préfèrent éviter les discussions sur l'actualité, le pouvoir coercitif de leur environnement s'acharnant à les faire un peu correspondre à une norme. Donc, en fait, les événements du printemps arabe l'ont clairement illustré. Le Web 2.0, aussi appelé Web participatif ou encore Web social, facilite l'action collective et décentralisée, les mouvements révolutionnaires et les communications étant étroitement imbriquées. Par exemple, en entrevue, c'est bien ce que le président de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, une instance de régulation, exprimait lorsqu'il déclara regretter ne pas avoir davantage de pouvoir sur la régulation d'Internet et que, je cite, « Tout le monde crée son journal en ligne et puis il fait ce qu'il veut ». C'était vraiment un reproche pour lui majeur. En prolongement, il apparaît que nos répondants, que l'on pensait tout d'abord être des pionniers de l'utilisation des médias sociaux, n'utilisent en fait que relativement peu Internet. Donc, on peut un peu dire qu'il y a une culture de la liberté d'expression qui leur échappe un peu. On suppose que ce fait convient au gouvernement en place, qui laisse se multiplier depuis mai les interruptions de connexion Internet, provoquées, semble-t-il, par une panne générale dans un câble sous-marin, dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ne vous inquiétez pas, je passe à la conclusion. Donc, on s'est aperçu rapidement que même si la pression s'est relâchée sur la population togolaise depuis le début des années 90, avec la vague de démocratisation, les étudiants restent quand même sur leur garde, suspectant toujours une intrusion du politique dans leurs discussions quotidiennes. Pour Dominique Volton, en 92, la médiatisation du discours public était inhérente à une société individualiste de masse qui accordait une priorité à tout ce qui facilite l'expression, l'identité, la libération de l'individu. Est-ce qu'on doit par là conclure qu'une médiatisation de l'espace public en Afrique de l'Ouest est impossible, puisque traditionnellement, l'individu est perçu de façon différente, davantage comme un atome de la communauté? En somme, au-delà de la question de l'hégémonie des pays producteurs d'informations qui obnubilait la communauté internationale à la fin des années 70, les défis auxquels est confronté le Togo aujourd'hui sont plutôt de nature culturelle. De la sorte, l'écrivain malien Massa Makan Diabaté expliquait que pour l'Occident, une chose est vraie parce qu'elle est écrite. Pour l'Afrique, dire, c'est évoquer, plus coordonné. À ses yeux, c'était le signe que l'Afrique ne pouvait faire l'économie de développer ses propres formes de communication, davantage aptes à véhiculer et légitimer son identité culturelle. Les médias sociaux pourront-ils jouer ce rôle? Si pour l'instant des contraintes vraiment très terre-à-terre empêchent la diffusion et la consultation de matériel audiovisuel au Togo, se pourrait-il qu'une mise à niveau technologique, pensons rapidement à l'ajustement de la bande passante ou au renouvellement du parc informatique, donc cette mise à niveau permettrait-elle l'émergence d'un mode de communication médiatisé plus adapté à la culture locale? C'est une question que je laisse en suspens aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je peux vous demander de laisser la place.